intouchable. Mais là, on va citer Raphaël Brenuchon qui a réalisé ce sujet à vos côtés. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris en rencontrant Bertrand Roger ? La façon dont ça se passe, c'est que chaque lundi matin, l'ensemble des programmateurs doit appeler l'ensemble des distributeurs et sélectionner quel film va rester à l'affiche ou quel film va être retiré. Et en fait, donc c'est marrant parce que c'est des cycles. Entre le mercredi de la sortie et le lundi matin, le nombre d'entrées détermine le nombre de semaines durant lesquelles le film va être à l'affiche. Donc, tout se joue sur les premiers jours. C'est important de faire un bon démarrage pour un film. Alors vous disiez, ce sont les fossoyeurs du cinéma. C'est la vision un peu idéale. Ouais, fossoyeur, c'est un peu fort, mais là, on a un monsieur gentil qui défend son métier. Après, derrière, comme tu le dis très bien, quand les distributeurs appellent les exploitants, c'est pas simplement les entrées qui jouent, c'est les entrées et puis des leviers derrière. Quand on est un gros monsieur du cinéma, qu'on arrive et qu'on te dit, mon film, tu vas le laisser si t'as envie d'avoir le gros carton qui va sortir dans 2 mois. Et t'en as, qui se sentent un peu piégés. Il y a un peu de chantage. Tout en renvoi d'ascenseur. Et tous les petits films, en général, on leur donne pas beaucoup plus de chances que 2 jours. Au bout de 2 jours, leur sort est scellé à partir du moment où derrière, le distributeur ou le producteur en question n'est pas suffisamment puissant pour pouvoir défendre son film. Il y a beaucoup de magouilles. Ça ne se fait pas sur la qualité réelle des films. Ça a une dimension économique et de partenariat plus ou moins futur avec distributeurs. Et là, ça donne lieu à beaucoup de trucs pas nets. Quand même de temps en temps. Il y a des critères à la fois esthétiques, commerciaux et politiques. Oui, mais esthétique, je pense qu'ils sont vraiment très, 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 très mineurs. En tout cas, merci de cette immersion. Donc, Khodorkovsky, je ne me trompe pas, j'ai toujours beaucoup de mal à dire ce film. Donc, Khodorkovsky, c'est un documentaire, donc c'est la première fois que je fais ça. Je le fais par rapport au cinéma de genre, on va dire d'abord parce qu'il est vraiment construit comme un thriller, et ensuite parce qu'il utilise aussi des petites séquences d'animation intéressantes à l'intérieur, on en parlera tout à l'heure. Donc on regarde les images, on en parle après. Donc, ça sort demain au cinéma, on vous en parlera dans le journal des sorties. Alors c'est le genre de, entre guillemets, petite sortie, même si le film à la Biennale avait reçu un bel accueil. C'est le genre de truc qui peut faire peur, où moi le premier, je vois Khodorkovsky, un documentaire sur un oligarque russe, a priori ça m'en touche une sans bouger l'autre, et ce serait une erreur fondamentale parce que en même temps, il y en a deux, le film est un chef-d'œuvre absolu, je trouve ça brillantissime. Le mec est un jeune réalisateur allemand qui avait fait un petit film avant, qui est pas très connu. Cyril Tuchy. Voilà, et qui a passé, qui a passé 5 ans. Qui a passé 5 ans d'enquête à tourner plus de 180 heures de rush. Il a passé 1 an et demi sur le montage. Et au final, c'est assez bluffant. Déjà sur l'histoire que ça raconte. Puis c'est bluffant, moi je trouve, en réalisation derrière. Parce que les marges de manœuvre, elles sont pas forcément évidentes. Dans le documentaire, il arrive à faire du cinéma de manière extrêmement intelligente avec ça. Pourquoi c'est fascinant ? Parce que il part de quelque chose dont on a entendu parler dans les médias. Tout le monde avait plus ou moins entendu parler de cet oligarque. On savait qu'il pouvait y avoir eu des conflits entre lui et Poutine, mais on ne connaît pas l'histoire. Et il aurait pu en rester à ce simple personnage, en extrapolant, en partant de là. Non seulement il nous offre une vision de la Russie d'aujourd'hui, mais comment cette Russie qui a accepté le libre-échange, qui est donc rentrée plus ou moins dans la mondialisation, a créé en quelque sorte cette caste d'oligarques, comment ces mecs qui faisaient partie des jeunesses communistes, du Komsomol, comme on l'appelait là-bas, et qui était important parce que c'était le seul univers où on pouvait faire carrière et devenir apparatchik, et comment ces mecs-là ont pris le pouvoir, ont été les premiers à créer des banques privées, mais on découvre à l'intérieur de ça qu'en fait le Kremlin était toujours derrière, que c'est le Kremlin qui a choisi quel type allait devenir un oligarque, comment ces oligarques géraient les fonds de l'État, comment ils sont devenus tout d'un coup hyper puissants, et en devenant hyper puissants, certains avaient plus de volonté ou de velléité que d'autres à laisser leur marque sur le pouvoir en place, surtout quand on devient quelqu'un d'extrêmement riche et que notre entreprise commence à intéresser les entreprises étrangères, comment le Kremlin va gérer des actifs qui voudraient rester russes, mais en même temps il faut rester compétitif. Et en partant de ces réalités-là, on découvre un système corrompu, mais qui est hallucinant. Et déjà, alors on a toute cette réflexion sur le passage de la Russie de l'ancien régime à la modernité, on a la découverte de cette corruption, mais surtout, ça extrapole en permanence sur le monde, sur l'état du monde et de la mondialisation aujourd'hui. À la fin du documentaire, c'est génial pour ça, on se rend compte comment l'histoire Khodorkovsky,
Finalement, elle embarrasse tout le monde, les Allemands, les Ricains. Comment, des petits trucs cons, comment Schröder, voilà, Schröder ne dit rien, il dit je reste neutre, et puis t'apprends que 3 ans après, il a un poste sur les échanges de gaz entre la Russie et les pays étrangers. Comment c'est magouille et compagnie. Moi, j'ai pas envie de tomber dans le tous pourri, mais ce qu'on voit là, on pourrait l'appliquer à n'importe quel pays aujourd'hui. Ah bon? C'est des choses, non mais c'est des choses qu'on sait. C'est terriblement. Mais là, elles sont matérialisées, quoi. C'est en même temps des choses terriblement banalisées. C'est-à-dire qu'on est en train de se dire, ouais, on vit tous dans des républiques bananières et c'est chiant et tout. Et le mec te rappelle à quel point c'est extrêmement dangereux et qu'est devenu le monde aujourd'hui. Non, juste, je voulais te dire, parce que tu parles du fond hyper intéressant, c'est aussi la vocation d'un documentaire, surtout pour conclure, mais alors, le film, voilà, l'aspect cinématographique, c'est ça qui est intéressant. Ça fait un peu peur au début parce qu'on démarre le film sur une espèce de plan séquence hyper long qui montre un champ pétrolier, je sais plus, en Sibérie. Moi, je me disais, oh là là, on rentre dans un truc qui va être autoriste et en fait pas du tout. C'est-à-dire qu'il pose des éléments, mais la structure du montage est d'une intelligence, c'est-à-dire être capable de gérer tous ces thèmes, à la fois le mystère Khodorkovsky, à la fois la Russie, à la fois la mondialisation, à la fois la valeur marchande du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Il te le fait à travers des interviews, à travers un montage pensé comme un thriller. Les séquences animées qu'on voit, en fait, elles sont un résidu d'une intention originelle. Il ne pensait pas qu'il allait rencontrer Khodorkovsky, donc il voulait le visualiser. Il s'avère qu'il l'a rencontré un petit peu dans le film, mais il a décidé de les garder dedans. Et elles ont une vocation symbolique maintenant, qui est super intéressante. Et à chaque fois qu'il a l'occasion de créer un symbole par rapport à son sujet, il le crée. Le montage est brillantissime. C'est pour ça que c'est génial. C'est captivant, comme moi j'ai rarement vu un documentaire captivant là-dessus. C'est vraiment mortel. N'ayez pas peur du sujet, n'ayez pas peur du titre. Vous allez découvrir des choses. C'est une tuerie. Il dure 2 heures, mais on en reparlera justement, séance critique dès demain. Khodorkovsky, réalisé par Cyril Tuchy. Je vais revenir sur l'échange qu'il y a eu après le reportage sur Bertrand Roger entre Yannick et Léna. C'était assez intéressant parce que Yannick disait d'accord, le programmateur fait ce qu'il a à faire, mais en même temps, quand le distributeur a du poids, il lui dit bon, vas-y, garde-le en 2e semaine quand même, parce que sinon, le blockbuster dans 2 mois, t'auras rien. C'est exactement puissance 10 000, la même chose dans le petit monde des lettres. Il faut savoir que, par exemple, chez Albin Michel, lorsque Amélie Nothomb, chaque année, sort un livre, on se retrouve avec la chose suivante. Il y a 30 émissions qui veulent l'avoir, radio, télé, confondues. Elle va en faire 3. Et dans ces cas-là, l'attaché de presse dit, laisse sous-entendre, oui, tu peux l'avoir, Amélie Nothomb. Mais il y a serait bien aussi un premier roman qui est très intéressant de X. Qui sort dans un mois. Ça serait bien que tu le fasses quand même, ça serait bien. Mais tu fais comme tu veux. Tu me dis juste si tu le programmes, le premier roman. Et puis, une fois que tu as décidé de le programmer, Amélie Nothomb, tu l'as. Tandis que nous, pour la programmation de la quotidienne du cinéma, on n'est pas du tout soumis à ce même régime. Pas du tout. Absolument pas. Si tu veux venir, tu viens. Voilà, exactement.